70 bougies n'ont jamais été allumées. J'ai trouvé mes valises à la porte avant même le petit déjeuner. 2 vieilles valises en cuir craquelé, témoins silencieux de mes 7 décennies d'existence. Mon cadeau d'anniversaire. La porte de l'appartement que j'avais moi-même payé pendant 30 ans était entr'ouverte. Dans l'air flottait le parfum coûteux de l'épouse de Laurent, celle-là même qui ne m'avait jamais permis de tenir mon petit-fils dans mes bras. À l'intérieur, des voix chuchotées, des verres qui s'entrechoquaient, des rires contenus. Une célébration. Non pas pour mon anniversaire, mais pour mon absence. 70 ans, et tout ce qui reste de moi, ce sont 2 valises, pensais-je, tandis que mes doigts ridés caressaient le tissu de la robe bleue que j'avais revêtue avec tant de soin ce matin-là. La robe que mon fils, quand il était petit, disait me faire ressembler à une reine. C'est alors que j'ai remarqué le petit gâteau dans la poubelle du couloir. Mon gâteau. Celui que j'avais préparé la veille au soir, avec mes mains douloureuses d'arthrite, me murmurant à moi-même, il s'en souviendra, il doit s'en souvenir. Le glaçage au chocolat encore intact, les 70 bougies jamais utilisées éparpillées à côté. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Ce n'était pas mon cœur, celui-ci était déjà en morceaux depuis l'appel téléphonique d'il y a 3 mois, quand Laurent avait mentionné avec désinvolture que ce serait peut-être mieux que tu trouves une maison de retraite, maman. Pour ton propre bien. Ce qui s'est brisé, c'était la chaîne invisible qui me liait à des décennies de sacrifices silencieux, de sourires forcés lors de dîners où j'étais traité comme un meuble ancien, trop précieux pour être jeté, trop encombrant pour rester visible. J'ai regardé le miroir accroché dans le couloir. Les yeux qui me fixaient en retour n'étaient pas les mêmes qu'avant. Il y avait quelque chose de différent en eux, une flamme que je n'avais pas vue depuis des décennies. Je me suis souvenu de qui j'étais avant la mort d'Henri, avant de devenir simplement la mère de Laurent. Une femme avec ses propres ambitions, avec des secrets, avec de la force. Je me suis rappelé la première fois que j'avais amené Laurent dans ce même appartement. Il n'avait que 5 ans, et Paris se remettait encore des cicatrices de la guerre. Ce sera notre château, lui avais-je dit, tenant ses petites mains tandis que nous montions les escaliers étroits de Montmartre. Personne ne pourra jamais nous l'enlever. Quelle promesse stupide et naïve. Les voix à l'intérieur de l'appartement devenaient plus fortes. J'ai reconnu le rire de Camille, ma belle-fille, ce rire affecté qu'elle utilisait lors des événements mondains. Enfin libre, l'ai-je entendu dire, suivi par d'autres tintements de verre. Mes yeux sont retournés vers le gâteau dans la poubelle. J'avais passé toute la nuit à le préparer, malgré mes articulations qui protestaient à chaque mouvement. Chocolat amer avec une touche de cognac, le préféré de Laurent depuis son adolescence. Sur le glaçage, j'avais écrit d'une main tremblante, 70 ans et toujours ta maman. Et il ne l'avait même pas ouvert. C'est à ce moment-là, entre mes valises usées et mon gâteau jeté, que Marcelle Dupuis est morte. Et quelque chose de bien plus dangereux est né à sa place. J'ai redressé mon dos courbé. J'ai touché le collier de perles que j'avais mis pour la célébration qui n'aurait jamais lieu. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 50 ans, j'ai souri avec une détermination véritable, authentique et dangereuse. Alors c'est ainsi que ça se termine, mon fils ? Avec mes valises à la porte le jour de mon anniversaire ? J'ai pensé à toutes les nuits passées au chevet de Laurent quand il avait de la fièvre. À la façon dont j'avais cousu à la main son premier costume pour l'entretien à Sciences Po. À comment j'avais vendu les bijoux de ma mère, les seules choses de valeur qui me restaient, pour payer son premier voyage d'études à Londres. À comment, quand il avait épousé Camille, j'avais ravalé le nœud dans ma gorge en réalisant que sa nouvelle épouse me voyait comme une menace à éliminer. J'aurais pu crier. J'aurais pu frapper à la porte, exiger des explications, supplier. C'est ce que la vieille Marcelle aurait fait. Mais la femme qui était née dans ce couloir, entre de vieilles valises et un gâteau à la poubelle, avait d'autres projets. Lentement, j'ai ouvert mon sac à main en cuir usé et j'en ai sorti le vieux téléphone portable que Laurent m'avait donné, en se plaignant que je devais entrer dans le 21e siècle. Ironique que ce soit précisément cet appareil qu'il méprisait qui deviendrait l'instrument de ma libération. J'ai fait glisser mes doigts tremblants sur la liste des contacts. Si peu restait.
La plupart amis, collègues, voisines avaient quitté ce monde ou avaient simplement disparu dans la brume de la vieillesse et de l'oubli. Mais il y avait un nom que je n'avais jamais eu le courage d'effacer. Un nom qui représentait un passé que j'avais enterré quand j'avais décidé d'être simplement mère. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. La voix rauque à l'autre bout a répondu à la 3e sonnerie. Jacqueline ? C'est moi, Marcel. Tu te souviens de cet accord que nous avons fait en 1975 ? C'est l'heure. De l'autre côté de la ligne, un silence momentané. Puis, un rire bas et mélodieux. Mon Dieu, Marcel Dupuis. Je pensais que tu étais morte. Je l'étais, ai-je répondu, observant une jeune mère passer dans le couloir en poussant une poussette, complètement étrangère au drame qui se déroulait à quelques mètres d'elle. Mais je viens de ressusciter. Que s'est-il passé ? La voix de Jacqueline avait perdu son ton moqueur, adoptant ce sérieux que je connaissais si bien. J'ai regardé la porte entr'ouverte, les rires qui continuaient, le gâteau dans la poubelle. Laurent a laissé mes valises à la porte. Le jour de mon 70e anniversaire. Un autre silence. Puis, avec une froideur calculée qui m'a donné des frissons, Jacqueline a dit « Je t'attendrai dans 1 heure. » N'importe que l'essentiel. Et Marcel ? Oui. Ces documents que tu as gardés. Tu les as toujours ? J'ai touché instinctivement le fond secret de mon sac, où une petite enveloppe scellée était restée intacte pendant près de 5 décennies. Oui. Je ne m'en suis jamais débarrassée. Excellent, Jacqueline a respiré profondément de l'autre côté de la ligne. Parce que ton cher fils n'a aucune idée de qui tu es vraiment. Ou de ce dont tu es capable. Et ainsi, tandis que les rires continuaient derrière la porte fermée de mon ancien appartement, j'ai initié l'appel qui changerait à jamais non seulement ma vie, mais celle de Laurent et de tous ceux qui l'entouraient. Parce que mon fils a commis la pire erreur que quelqu'un... Vous pensez connaître cette histoire. Une mère abandonnée, un fils ingrat. Mais que se passe-t-il quand des décennies de secrets refont surface ? Quand j'ai passé cet appel à Jacqueline, même moi je n'imaginais pas ce que j'allais déclencher. Ce que mon fils ignorait, c'est que derrière cette apparence fragile se cache une femme avec un passé capable de le détruire. Et quand on vous jette comme un déchet, il n'y a plus rien à perdre. Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai transformé la plus grande humiliation de ma vie en la plus douce des vengeances. Car cette histoire ne raconte pas ma chute, mais comment je me suis relevé et j'ai fait trembler le monde. Jacqueline n'avait pas beaucoup changé au cours des 45 dernières années. Les mêmes yeux félins, maintenant encadrés par des rides profondes. Le même sourire ironique. Le même appartement à Saint-Germain-des-Prés, bien que plus usé par le temps, avec un papier peint vintage qui avait connu des jours meilleurs et des meubles anciens qui racontaient des histoires d'un passé glamour que Paris préférait oublier. Mon Dieu, Marcel. Tu as l'air... Elle hésita, cherchant un mot poli, ses yeux parcourant ma silhouette de la tête aux pieds, comme si elle évaluait un tableau dans une vente aux enchères. Vieille, ai-je complété, posant mes valises sur le plancher de bois qui grinçait sous mes pas, j'ai 70 ans aujourd'hui. Jacqueline a levé ses sourcils teints en rouge. Et comment ton précieux Laurent a-t-il célébré l'événement ? J'ai montré les valises. C'était une explication suffisante. Le visage de mon ancien ami s'est tordu en une expression qui mêlait fureur et satisfaction. Je t'avais prévenu, n'est-ce pas ? Il y a 40 ans, quand tu as refusé mon offre. Il n'est qu'un enfant, disais-tu. Il a besoin de moi, insistais-tu. L'appartement de Jacqueline ressemblait à un musée d'une autre époque, des photographies en noir et blanc sur les murs montraient un Paris que les touristes ne connaîtraient jamais. Le Paris des ombres, des accords chuchotés dans les cafés après minuit, des politiciens puissants qui ne visitaient certaines adresses qu'avec une discrétion absolue. Le Paris où Jacqueline et moi avions bâti notre réputation, bien avant la naissance de Laurent. Je me suis approché de la fenêtre qui donnait sur la Seine. Paris restait la même, indifférente aux drames humains qui se déroulaient dans ces appartements élégants. Les eaux du fleuve reflétaient la lumière dorée du crépuscule, les bateaux de touristes glissaient lentement, des couples marchaient main dans la main le long des berges.
Rien ne changeait et tout changeait en même temps. Tout comme moi. Tu avais raison, Jacqueline. Tu l'as toujours été. Les mots sont sortis plus amers que je ne l'avais voulu. Elle s'est approchée, l'odeur de Chanel numéro 5 mêlée à celle des cigarettes coûteuses m'enveloppant comme un nuage de souvenirs. Je me suis rappelé nous deux, jeunes et intrépides, naviguant dans un monde qui appartenait aux hommes, utilisant nos propres armes pour survivre. Jacqueline avait toujours été la plus forte, celle qui ne s'était jamais laissée domestiquer. Moi, en revanche, j'avais choisi la voie de la respectabilité quand j'avais découvert que j'étais enceinte. Et maintenant? Qu'est-ce qui t'amène ici après si longtemps? Je doute que ce soit simplement pour me donner le plaisir de dire « je te l'avais bien dit ». Jacqueline nous a servi 2 verres d'un liquide ambré que j'ai reconnu comme le cognac coûteux qu'elle avait toujours préféré. Ses bagues dorées teintaient contre le cristal, des reliques d'anciens admirateurs qu'elle collectionnait comme des trophées. Je me suis tourné pour lui faire face. L'accord. Est-il toujours valable? Jacqueline a souri, ce même sourire qui faisait jadis trembler les hommes puissants dans le Paris des années 70. Ça dépend. Es-tu prête à faire ce qui est nécessaire? Sans remords, sans hésitation? J'ai pris une gorgée de cognac, sentant le liquide brûler ma gorge et réchauffer ma poitrine. Un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai vu Laurent bébé, dormant dans mes bras. Je l'ai vu à 6 ans, courant dans le jardin du Luxembourg, son rire résonnant entre les arbres. À 12 ans, fier de son premier prix scolaire. À 18 ans, partant pour l'université, montrant déjà les signes de l'homme ambitieux qu'il deviendrait. Puis, j'ai revu le gâteau dans la poubelle. Les valises à la porte. L'appartement que j'avais transformé en foyer, arraché sans cérémonie. Mon fils a jeté mon gâteau d'anniversaire à la poubelle, Jacqueline. Avec 50 ans d'amour inconditionnel. Ma voix n'a pas tremblé. Le remords est un luxe que je ne peux plus me permettre. Jacqueline a hoché lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens, comme si elle essayait de déterminer si j'étais vraiment prête. Finalement, satisfaite de ce qu'elle voyait, elle s'est dirigée vers un tableau au mur, une peinture médiocre d'un voilier, le genre d'art que personne ne regarderait 2 fois. Elle l'a déplacé sur le côté, révélant un petit coffre-fort encastré dans le mur. Ses doigts, couverts de bagues, ont fait tourner la combinaison avec la précision de quelqu'un qui n'oublie jamais les chiffres importants. Tu sais, dit-elle en travaillant sur la serrure, le son métallique résonnant dans l'appartement silencieux, qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Laurent découvrira que sa chère maman n'est pas celle qu'il croyait. J'ai pensé à mon fils, non pas l'homme qui m'avait mise à la porte, mais le garçon qui, un jour, avait couru dans mes bras après un cauchemar, cherchant du réconfort. L'adolescent qui avait juré que quand il serait riche, il m'achèterait un château. Quelle ironie que, au lieu d'un château, il m'ait donné 2 vieilles valises et la rue. Laurent a déjà décidé qui je suis. Une vieille femme jetable. J'ai touché la broche en forme de fleur de lys épinglée sur ma robe bleue, le dernier cadeau qu'Henri m'avait offert avant l'accident. Ou ce que le monde croyait avoir été un accident. Il est temps de lui montrer qui j'étais vraiment. Qui je peux encore être. Le coffre s'est ouvert avec un léger clic. À l'intérieur, un dossier jauni par le temps et un petit appareil électronique que je ne reconnaissais pas. Le passé et le présent, côte à côte. Voici les documents originaux, expliqua Jacqueline, sortant le dossier avec un soin révérencieux, comme si elle manipulait des reliques sacrées. Et ceci, elle souleva l'appareil, est notre police d'assurance moderne. Toutes les informations numérisées, protégées par des mots de passe que nous seuls connaissons. Je me suis dirigé vers la bibliothèque sur le mur opposé. Parmi les volumes reliés en cuir de Baudelaire et Voltaire, j'ai trouvé une édition spécifique des « Misérables », une qui n'était pas vraiment un livre. Je l'ai tiré et l'ai tendu à Jacqueline. « Tu l'as gardé toutes ces années », remarqua-t-elle, admirative, ouvrant la fausse. « Certaines choses sont difficiles à abandonner », ai-je répondu, pensant à l'ironie d'avoir préservé des secrets pendant des décennies, seulement pour être abandonné par celui que j'avais essayé de protéger par mon silence.
Je me suis assise sur le canapé en velours défraîchi, soudain consciente du poids de mes 70 ans. Le cognac semblait maintenant trop fort, ou peut-être était-ce simplement le poids des souvenirs qui menaçait de m'étouffer. Il va me haïr, n'est-ce pas? Jacqueline a laissé échapper un rire amer, le son ricochant sur les murs comme un coup de feu. Ma chérie, il te hait déjà. La différence, c'est que maintenant, il va aussi te craindre. Elle a ouvert le dossier sur la table basse et a étalé de vieilles photographies, des documents officiels portant les sceaux du gouvernement français, des coupures de journaux jaunis. Des souvenirs d'une vie que j'avais enterrée le jour où j'avais découvert que j'étais enceinte de Laurent. J'ai reconnu des visages sur les photographies, des hommes dont les noms ornaient maintenant les rues et les places de Paris. Des hommes qui avaient fait carrière en proclamant l'intégrité et les valeurs familiales, tout en bâtissant des fortunes sur des fondations de sable et de secrets. Des hommes qui auraient fait n'importe quoi pour que ces photographies ne soient jamais révélées. La question n'est pas de savoir si tu es prête à faire cela, dit Jacqueline, nous servons plus de champagne. Le liquide doré pétillait dans les coupes en cristal, captant la lumière du soleil couchant qui entrait par les hautes fenêtres. La question est, pourquoi as-tu attendu si longtemps? J'ai pris une des photographies. Moi, à 25 ans, portant une robe rouge provocante, à côté d'un homme dont le visage avait été soigneusement découpé de l'image. Je me suis souvenu de cette nuit-là, du champagne cher, des rires, des promesses chuchotées. Et du lendemain matin, quand j'ai découvert qui il était vraiment et ce qu'il avait fait. Parce que, ai-je répondu, sentant le goût amer de la vérité, je croyais encore à l'illusion de la maternité. Au mensonge qu'un fils aimera toujours sa mère, quoi qu'il arrive. J'ai passé mes doigts sur une autre photographie, celle-ci montrait une voiture détruite au bord d'une route de campagne. La voiture d'Henri. L'accident, qui avait fait de moi une veuve à 30 ans. Tu sais qu'il va enquêter, avertit Jacqueline, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Laurent a toujours été méticuleux. Il voudra des preuves, il remettra en question chaque détail. Alors nous lui donnerons exactement cela. J'ai ouvert mon sac et en ai sorti l'enveloppe scellée que j'avais portée pendant des décennies. L'acte de naissance original. Le test ADN que j'ai secrètement fait il y a 15 ans, quand Laurent a eu cet accident et qu'il a eu besoin d'une transfusion. Les yeux de Jacqueline se sont écarquillés. Tu as vraiment fait le test? Je pensais que nous avions convenu qu'il valait mieux ne pas savoir avec certitude. J'avais besoin de savoir, ai-je confessé. J'avais besoin d'être sûre que, si ce jour arrivait, je serais prête. Jacqueline a levé son verre. Au réveil, alors. Joyeux anniversaire, Marcel Dupuis. Ou devrais-je dire Marguerite Devrault? Le nom que je n'avais pas entendu depuis si longtemps a provoqué un frisson qui a parcouru ma colonne vertébrale. Marguerite Devrault, la jeune femme qui avait été la confidente de politiciens et d'hommes d'affaires, qui connaissait suffisamment de secrets pour faire tomber des gouvernements, qui avait mystérieusement disparu la même nuit où Henri Dupuis était mort dans un accident. Nous avons trinqué en silence, tandis que le soleil de Paris commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les secrets que, pendant près de 5 décennies, j'avais gardés enfouis. Des secrets qui, dans les semaines à venir, détruiraient non seulement la vie de mon fils, mais aussi l'image qu'il avait de lui-même et de sa parfaite famille parisienne. Car Laurent n'avait aucune idée de qui était réellement son père. Ou de ce que sa mère avait fait pour le protéger toutes ces années. Le plan commence demain, dit Jacqueline, rassemblant les photographies et les documents avec efficacité. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Nous pouvons encore nous arrêter maintenant. J'ai pensé à l'appartement de Montmartre, aux souvenirs que j'y avais construits, aux murs qui avaient été témoins de la croissance de Laurent. J'ai pensé aux sacrifices silencieux, aux nuits blanches, aux opportunités abandonnées. Et j'ai pensé aux valises à la porte, aux gâteaux dans la poubelle, au mépris dans les yeux de mon fils. J'ai 70 ans, Jacqueline, ai-je répondu, sentant une nouvelle force couler dans mes veines. J'en ai passé 50 à n'être que la mère de Laurent. Il est temps de rappeler à tous qui est Marcel Dupuis. De la fenêtre de l'appartement, j'ai observé les lumières de Paris commencer à s'allumer, une par une, comme des étoiles descendantes.
La ville qui avait été témoin de ma jeunesse, de mes amours, de mes pertes, allait maintenant être témoin de ma renaissance. 70 ans, ai-je murmuré pour moi-même. Ce n'est peut-être que le début. L'appartement de Laurent dans le 16e arrondissement était exactement comme je l'imaginais, impeccablement décoré dans des tons de gris et blanc, avec cette esthétique minimaliste que Camille adorait tant et qui m'avait toujours semblé trop stérile, sans âme. Il était froid comme le cœur de ma belle-fille et complètement dépourvu de toute trace de mon existence. Pas une seule photographie de moi sur ces murs couverts d'œuvres d'art coûteuses et certifiées. L'ascenseur privé s'ouvrait directement dans l'antichambre du bureau, où une secrétaire à l'apparence efficace, peut-être une trentaine d'années, cheveux parfaitement arrangés en un chignon sévère, nous a regardés avec une surprise à peine dissimulée. Visiblement, elle n'était pas habituée à voir une vieille dame dans une robe bleue démodée accompagnée d'un avocat à l'apparence austère dans le domaine immaculé de Laurent Dupuis, le prodige financier de Paris. « Madame, peut-être devrions-nous reporter » suggéra Bernard, l'avocat que Jacqueline avait fourni, un homme d'âge moyen avec des lunettes écailles de tortue et une mallette en cuir qui semblait coûter plus que toutes mes possessions réunies. L'élément de surprise est essentiel, complétai-je, ajustant mes fausses perles et sentant le poids de la broche en forme de fleur de lys sur ma poitrine. Les perles authentiques avaient été vendues des décennies auparavant pour payer l'éducation de Laurent à Sciences Po, l'un des nombreux bijoux de famille que j'avais sacrifiés pour construire l'avenir brillant de mon fils. Un avenir qu'il avait maintenant transformé en un homme capable de jeter sa propre mère comme un objet obsolète. Mon fils croit que je suis sur un banc de parc quelque part, pleurant mon malheur. Je préfère qu'il continue à le penser. L'interphone sonna exactement à 15 heures, comme nous l'avions prévu. La secrétaire répondit avec efficacité puis nous lança un regard interrogateur. « Puis-je vous aider ?» « Nous avons rendez-vous avec Monsieur Dupuis, répondit Bernard avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué à ouvrir des portes fermées. La secrétaire consulta l'agenda numérique sur son bureau au design scandinave. Je ne vois aucun rendez-vous programmé pour cette heure. Monsieur Dupuis est en réunion importante. Qui dois-je annoncer ? Bernard se pencha vers l'interphone avec une familiarité qui fit légèrement reculer la secrétaire. Dites-lui que maître Bernard Lefebvre est ici avec des documents concernant l'affaire Devreau. J'ai vu le moment exact où le nom Devreau a fait effet. La secrétaire n'a montré aucun signe de reconnaissance, mais quelque chose dans la façon dont ses doigts ont hésité sur le clavier m'a dit que ce nom avait du pouvoir même pour ceux qui n'en connaissaient pas la signification complète. Silence. Puis, en moins de 2 minutes, nous avons entendu le bruit de l'ascenseur privé qui montait. La secrétaire nous a lancé un regard curieux avant d'indiquer les chaises de design italien dans la salle d'attente. Monsieur Dupuis vous recevra sous peu. J'ai refusé l'offre d'un signe de tête. Je ne m'assiérai pas comme une suppliante dans l'antichambre de l'empire que mon fils avait construit sur les fondations de mes sacrifices. J'avais déjà passé trop de temps à attendre des miettes de son attention. Laurent est apparu à la porte avec cette expression que je connaissais si bien, la même qu'il avait enfant après avoir cassé quelque chose de précieux. Un mélange de panique contenue et de calcul rapide, comme si son esprit évaluait toutes les issues possibles d'une situation dangereuse. Il portait un costume impeccablement taillé qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. À 45 ans, mon fils maintenait toujours la discipline physique que j'avais encouragée dès son plus jeune âge. Maître Lefebvre, je ne m'attendais pas. Puis ses yeux, si semblables à ceux d'Henri, se sont posés sur moi. La couleur a quitté son visage, comme s'il avait vu un fantôme. D'une certaine façon, c'était exactement ça. Maman ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ce mot « maman » sonnait faux sur ses lèvres après ce qu'il avait fait. Comment pouvait-il m'appeler mère après avoir jeté mes valises à la porte ? Après avoir jeté le gâteau que j'avais préparé avec tant de soin ? Je suis entré dans le bureau avant qu'il ne puisse m'en empêcher, Bernard juste derrière moi. Bon après-midi, Laurent. J'espère ne pas interrompre quelque chose d'important. Le bureau était un monument au succès et au pouvoir. Vue panoramique sur Paris, bureau en acajou massif importé, étagère garnie de livres que, je soupçonnais, il n'avait jamais lus. Sur les murs, des photographies de lui avec des politiciens,
des hommes d'affaires, des célébrités, la galerie d'un homme qui avait atteint les sommets. Et dans un coin discret, une petite statue de la déesse Justice, tenant sa balance. L'ironie ne m'a pas échappé. Comment pourquoi? Il a regardé Bernard, puis moi, incapable de terminer une phrase. Le contrôle parfait que Laurent affichait toujours en public commençait à se fissurer sur les bords. « Assieds-toi, mon fils », ai-je suggéré, m'installant sur la chaise devant son imposant bureau en acajou. « Nous avons des affaires urgentes à discuter. » Laurent a fermé la porte avec une force inutile, le son résonnant dans le bureau au plafond haut. Un instant, j'ai vu le garçon au tempérament vif qu'il avait été, celui qui claquait les portes quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Certaines choses ne changent jamais. Si c'est à propos de l'appartement, j'ai déjà expliqué que c'est pour ton propre bien. À ton âge, vivre seul. Ce n'est pas à propos de l'appartement, l'ai-je interrompu, tandis que Bernard ouvrait sa mallette avec des mouvements délibérément lents, augmentant la tension dans la pièce. C'est à propos de ton père. J'ai vu le mépris dans ses yeux. Le même mépris qui avait commencé à apparaître quand il était entré à l'université et avait commencé à voir sa simple mère, avec son français de classe moyenne et ses vêtements modestes, comme un embarras face à ses nouveaux amis riches. Mon père est mort il y a presque 50 ans dans un accident de voiture. Qu'est-ce qui pourrait possiblement? Ton père n'est pas mort dans un accident, Laurent. Ma voix sonnait plus ferme que je ne l'espérais, portant le poids de décennies de silence. Et l'homme que tu crois être ton père, n'était pas Henri Dupuis. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Laurent m'a regardé comme si je venais de parler une langue extraterrestre. Ses yeux, si semblables à ceux de l'homme dont il portait le nom, se sont plissés avec un mélange de choc et d'incrédulité. J'ai observé les photographies encadrées sur son bureau. Laurent avec Camille lors de leur mariage de conte de fées en Provence. Laurent avec son fils Antoine, mon petit-fils que j'avais rarement la permission de voir lors de voyages coûteux à travers le monde. Laurent recevant des prix, coupant des rubans lors d'inauguration, serrant la main de personnes importantes. Une vie parfaitement documentée et exposée. Aucune photographie avec moi. L'ombre des gratte-ciel parisiens s'étendait lentement sur la pièce tandis que le soleil commençait sa descente, projetant une lumière dorée qui semblait presque ironique face à la froideur de notre échange. À l'extérieur, la ville continuait sa vie trépidante, indifférente au drame qui se jouait dans ce bureau luxueux. « Tu as perdu la raison », a-t-il finalement dit, sa voix retrouvant cette qualité froide et contrôlée qu'il utilisait dans les interviews télévisées. « L'âge a finalement affecté ton esprit. » Bernard s'est discrètement éclairci la gorge et a fait glisser une enveloppe sur le bureau. Voici les résultats d'un test ADN réalisé avec des échantillons de monsieur et des archives criminelles de la Sûreté nationale. Comme vous pourrez le vérifier, il existe une correspondance paternelle avec. C'est absurde. Laurent a frappé sur le bureau, faisant trembler les cadres photos. Le masque de contrôle se désagrégeait rapidement. Quel genre de combinesse? Combien elle te paie pour participer à cette farce? Je me suis penché en avant, gardant mes yeux fixés sur les siens. J'ai vu le garçon que j'avais bercé pendant les nuits de fièvre, l'adolescent que j'avais consolé après ses premières déceptions, l'homme qui me regardait maintenant comme si j'étais une étrangère. Comme si 50 ans d'amour pouvaient être effacés avec la même facilité qu'on jette un gâteau d'anniversaire. Ton véritable père était Rémi Devreau. J'ai prononcé le nom lentement, savourant chaque syllabe comme un poison doux. Je ne sais pas si ce nom signifie quelque chose pour toi maintenant, mais dans les années 70, il était connu dans certains cercles comme le fantôme. J'ai vu la reconnaissance dans les yeux de Laurent, cet éclair instantané de compréhension suivi par une vague de déni. Bien sûr qu'il connaissait ce nom. Toute personne intéressée par l'histoire récente de Paris le connaissait. Rémi Devreau, le notoire intermédiaire qui facilitait les transactions entre politiciens corrompus et hommes d'affaires sans scrupules. L'homme qui avait mystérieusement disparu en 1975, emportant avec lui des secrets qui auraient pu faire tomber la moitié du gouvernement français. Mensonge, murmura Laurent, mais sa voix avait perdu de sa conviction.
Ses yeux se sont involontairement dirigés vers la statue de la justice dans le coin de la pièce. Henri a découvert, ai-je continué, chaque mot soigneusement choisi, comme des pièces positionnées sur un échiquier. Il a découvert ma relation avec Rémi, découvert que tu n'étais pas son fils. Et quand il a menacé de tout rendre public, Rémi. J'ai respiré profondément, permettant qu'une ombre d'émotion réelle colore ma voix. Rémi a fait en sorte que l'accident se produise. Laurent s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, me tournant le dos. Ses épaules, toujours si confiantes et droites, semblaient soudain lourdes. Un moment, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Tu t'attends à ce que je croie, dit-il lentement, sans se retourner, que j'ai passé toute ma vie à idolâtrer un homme qui n'était pas mon père? Que j'ai construit ma carrière, mon identité, autour d'un mensonge? Le ciel de Paris s'assombrissait, les premières lumières de la ville commençant à scintiller comme des étoiles terrestres. Notre reflet dans la vitre panoramique formait un tableau étrange, mère et fils, séparés par bien plus que les quelques mètres qui nous séparaient physiquement. La vérité est rarement commode, mon fils. J'ai délibérément utilisé cette expression d'affection, sachant comme elle l'irriterait maintenant. Particulièrement pour les hommes dans ta position. Il s'est brusquement retourné, ses yeux maintenant froids comme la glace. « Et pourquoi ?» demanda Laurent, sa voix tremblant légèrement d'une colère contenue, « me racontes-tu cela maintenant ? Après 50 ans ?» Je me suis permis un petit sourire, non pas de triomphe, mais de résignation. « Parce que Rémi n'est pas mort, Laurent. Et il est au courant de ton existence. » « Impossible, balbutia mon fils, le visage maintenant complètement pâle. Le mot est sorti comme un souffle, presque inaudible. Bernard a ouvert un autre dossier et a étalé des photographies récentes sur le bureau. Un homme âgé, mais encore imposant, marchant sur une plage privée de la Côte d'Azur. Le même homme dans un restaurant exclusif à Monaco. Sur un yacht, entouré de silhouettes ombrées dont les visages semblaient vaguement familiers, des politiciens, des financiers, des personnes qui fréquentaient les mêmes cercles que Laurent. J'ai observé mon fils tandis qu'il examinait les photographies. Ses mains que j'avais tenues quand il faisait ses premiers pas tremblaient légèrement. C'était fascinant de voir comment l'empire d'autocontrôle qu'il avait construit au fil des décennies pouvait s'effondrer en quelques minutes avec quelques mots et images. « Ton père biologique est bien vivant, ai-je confirmé, ma voix douce comme du velours. Et très riche. L'argent qui a financé ta carrière politique ne provenait pas seulement de ton talent d'entrepreneur, comme tu aimes le proclamer. Il venait de lui. » Le soleil couchant projetait une lueur rousse à travers les grandes fenêtres, donnant à la scène une qualité presque théâtrale. Dans cette lumière, les rides sur le visage de Laurent semblaient plus profondes, les ombres sous ses yeux plus prononcées. Pour la première fois, j'ai vu à quel point il ressemblait à son véritable père, pas à Henri, mais à Rémi, avec cette même façon de plisser le front quand il était confronté à un problème inattendu. Laurent a étudié une photographie spécifique plus longtemps, celle qui montrait Rémi conversant intimement avec l'actuel ministre des Finances, un homme qui, par coïncidence, avait soutenu plusieurs des initiatives de Laurent l'année précédente. Ces photos peuvent être manipulées, dit-il, mais l'argument sonnait faible même à ses propres oreilles. N'importe qui avec des compétences basiques en informatique pourrait. Les photographies sont authentiques, intervint Bernard avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Vérifiées par 3 laboratoires médico-légaux indépendants. Tout comme l'ADN. Laurent s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière, le son résonnant comme un coup de feu dans le bureau silencieux. Sortez d'ici. Maintenant. Avant que j'appelle la sécurité. Je n'ai pas bougé. À 70 ans, j'avais appris que le vrai pouvoir ne vient pas des cris ou des menaces, mais du calme absolu face à la tempête. Il va tout rendre public, Laurent. Dans 2 semaines, le jour de l'annonce de ta candidature à la mairie de Paris. J'ai gardé ma voix calme, comme si nous discutions de la météo. À moins que tu ne me rendes ce qui m'appartient. Pas seulement l'appartement, mais chaque centime que tu as détourné de mes économies ces 15 dernières années. J'ai vu le choc dans ses yeux, non pas pour l'accusation elle-même, mais pour le fait que je savais.
que la vieille mère qu'il considérait sénile et manipulable avait été en train d'observer, de compter, d'enregistrer. « Tu n'as aucune preuve de cela, dit-il automatiquement, mais ses yeux trahissaient la panique. La panique d'un homme qui avait toujours cru que ses manipulations étaient invisibles. « J'ai des relevés bancaires, des transferts, des documents que tu as falsifiés avec ma signature. » J'ai souri sereinement, ressentant une étrange légèreté. C'était libérateur, après tant d'années de silence, de finalement dire la vérité. Je suis vieille, mon fils, pas stupide. J'ai pensé aux nuits passées à examiner des relevés bancaires, consultant discrètement des experts financiers que Jacqueline connaissait, construisant méthodiquement un dossier contre mon propre fils. Le fils qui avait commencé par emprunter de petites sommes de mes économies, prétextant des investissements qui ne se sont jamais matérialisés, et qui avait progressivement vidé mes comptes, confiant que l'amour maternel m'aveuglerait pour toujours. Le crépuscule s'installait maintenant complètement, les lumières de la ville formant une constellation artificielle à travers les fenêtres. Dans la pénombre grandissante du bureau, les statues et les œuvres d'art que Laurent avait collectionnées projetaient des ombres étranges, comme des juges silencieux de notre confrontation. Bernard a posé un autre document sur le bureau. Ce n'était plus des photographies ou des tests ADN, mais un contrat simple, rédigé dans un langage juridique précis. Ceci est un accord de confidentialité et de restitution. En le signant, monsieur accepte de restituer tous les biens de madame Dupuis et de garantir une pension viagère adéquate. En échange, nous garantissons que l'identité de son père biologique et ses contributions à sa carrière resteront confidentielles. Laurent a pris le document avec les mêmes mains qui avaient un jour dessiné des cartes de fête des mères pour moi. Les mêmes mains qui tremblaient maintenant comme des feuilles au vent. C'est du chantage. C'est la justice, ai-je corrigé, pensant à toutes les fois où j'étais restée éveillée, inquiète pour lui. Tous les repas que j'avais sautés pour qu'il puisse avoir le meilleur. Toutes les fois où j'avais ignoré la façon dont il m'excluait progressivement de sa vie, me présentant de moins en moins à ses amis, m'invitant à de moins en moins d'événements familiaux. Et bien plus miséricordieuse que ce que tu mérites. Il a feuilleté le document, ses yeux, si semblables à ceux de l'homme qu'il croyait être son père, parcourant les clauses. Comment puis-je savoir que ce n'est pas seulement la première de nombreuses demandes? La question m'a blessé plus que je ne m'y attendais. Même maintenant, confronté à sa propre trahison, Laurent me voyait toujours comme la méchante. Il croyait encore que je serais capable de le faire chanter à répétition, comme si l'amour maternel n'était qu'une autre monnaie d'échange. Parce que, contrairement à toi, Laurent, j'ai encore quelque chose qu'on appelle l'honneur. Je me suis levée, sentant chacune de mes 7 décennies peser sur mes épaules. Le poids d'une vie dédiée à un fils qui ne m'avait jamais vraiment vu. Tu as 48 heures pour signer et effectuer les transferts nécessaires. Après cela, tout Paris saura exactement qui est le véritable père de l'incorruptible Laurent Dupuis. J'ai marché vers la porte, chaque pas mesuré et déterminé. Je n'étais plus la femme courbée qui avait trouvé ses valises dans le couloir. J'étais Marcel Dupuis, non, j'étais Marguerite Devrault, renaissant des cendres d'une vie de sacrifice. Puis je me suis arrêtée et me suis retournée, m'accordant un dernier moment de vulnérabilité. Ah, et Laurent? Ce gâteau que tu as jeté à la poubelle? C'était du chocolat amer. Ton préféré quand tu étais enfant. J'ai passé 3 heures à le faire, malgré mes doigts douloureux d'arthrite. Je pensais que ce serait notre dernier moment ensemble en tant que famille. J'ai vu quelque chose dans ses yeux alors, un éclair fugace du garçon qui m'avait un jour appelé « maman » avec adoration. Du garçon qui avait juré que quand il serait grand, il me donnerait le monde. Du garçon que j'avais aimé inconditionnellement, même quand cela signifiait m'effacer. Mais aussi vite qu'il était apparu, ce regard a disparu, remplacé par le masque froid de l'homme ambitieux qu'il était devenu. De l'homme qui avait calculé qu'une mère âgée était un fardeau trop lourd pour son ascension sociale. Adieu, mon fils, ai-je dit doucement, sentant le poids de ces mots. J'espère que ta femme et ton fils ne découvriront jamais l'homme que tu es réellement. Et sur ces mots, j'ai quitté le bureau de Laurent, sachant que, pour la première fois en décennies, le pouvoir entre nous avait changé.
Ce n'était plus la mère implorant l'amour du fils. C'était une femme exigeant le respect qu'elle méritait. La secrétaire nous a regardés partir avec une curiosité à peine dissimulée, ses yeux passant de mon visage impassible au document que Laurent tenait encore dans ses mains tremblantes. Pour elle, nous n'étions qu'une interruption dans la journée bien ordonnée de son patron. Pour moi, c'était le début d'une nouvelle vie. Tandis que l'ascenseur descendait, Bernard m'a regardé avec une expression curieuse. « Il va signer ?» J'ai ajusté mes fausses perles et souri. Bien sûr qu'il va signer. Parce que la seule chose que Laurent aime plus que l'argent, c'est sa précieuse réputation. Ce que mon fils ne savait pas, c'est que les documents, les photographies, le test ADN, tout cela n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable secret, celui qui pourrait non seulement détruire sa carrière, mais l'envoyer en prison, était encore en sécurité avec moi. Et s'il décidait de ne pas coopérer, je n'hésiterais pas à l'utiliser. Parce qu'une mère peut pardonner beaucoup de choses. Mais être jeté comme un objet sans valeur, le jour de son 70e anniversaire, n'en faisait pas partie. En sortant de l'imposant bâtiment où Laurent avait construit son empire, j'ai levé mon visage vers le soleil de Paris. Un moment, j'ai vu mon reflet dans la vitrine d'une boutique de luxe, une femme âgée, certes, avec des cheveux gris et des rides profondes. Mais aussi une femme aux yeux ardents et au port droit. Une femme qui, à 70 ans, avait finalement compris que l'amour ne devrait pas exiger son propre effacement. Les derniers rayons du soleil caressaient les façades haussmanniennes tandis que je marchais lentement vers le métro. Paris s'illuminait pour la soirée, indifférente aux petits drames qui se jouaient dans ses appartements et ses bureaux. Pourtant, aujourd'hui, la ville semblait différente à mes yeux. Plus vivante. Plus pleine de possibilités. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Alors, quelle est la prochaine étape ? Demanda Bernard, élant un taxi. J'ai regardé la tour Eiffel qui commençait à scintiller dans le lointain, ses lumières dansant comme des étoiles terrestres. Maintenant, nous attendons. Et nous nous préparons. Car Laurent n'était pas le seul à avoir sous-estimé la vieille femme en robe bleue. Rémi Devreau, terré dans sa villa sur la Côte d'Azur, ignorait encore que son passé était sur le point de le rattraper. Que les secrets qu'il croyait enterrés depuis un demi-siècle allaient bientôt refaire surface. Et cette fois, je ne serais pas la seule à payer le prix de la vérité. Le soleil de Provence entrait généreusement par les fenêtres de la petite villa que j'avais achetée avec l'argent de la restitution. C'était une ancienne construction en pierre, avec des vignes grimpantes sur les murs et un jardin de lavande qui parfumait l'air. Au loin, les champs ondulaient sous la brise légère, créant un océan pourpre qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Tellement différent du gris de Paris, de la formalité étouffante de l'appartement de Laurent, de la solitude de mon petit appartement à Montmartre qui m'appartenait à nouveau, mais que j'avais décidé de louer plutôt que d'habiter. Certains souvenirs sont trop difficiles à affronter quotidiennement. Les cigales chantaient dans l'olivier centenaire qui ombrageait ma terrasse, leur mélodie rythmique se mêlant au bourdonnement des abeilles butinant la lavande. Le ciel était d'un bleu si intense qu'il semblait presque irréel, comme une toile impressionniste plutôt qu'un véritable paysage. C'était ce même ciel qui avait inspiré Van Gogh et Cézanne, et maintenant, il m'inspirait également dans ma nouvelle vie. « Plus de thé, madame ?» demanda Michel, le jeune assistant que j'avais engagé pour m'aider avec la propriété. Un garçon local, avec cet accent mélodieux du sud de la France et des mains calleuses de quelqu'un qui connaît la valeur du travail honnête. « Oui, merci. » J'ai tendu ma tasse, observant comment ma main ne tremblait plus. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi dans le bureau de Laurent. 6 mois de transformation, de guérison, de redécouverte d'une Marcelle qui avait été enterrée sous des décennies de maternité abnégée. Michel versa le thé avec précision, l'arôme de lavande et de miel s'élevant en spirale vaporeuse. Il avait appris rapidement mes préférences, ce jeune homme avec son visage brûlé par le soleil et ses yeux rieurs. Sans le savoir, il m'avait aidé à retrouver une certaine foi en l'humanité, avec sa gentillesse simple et sa loyauté tranquille. Le téléphone sonna, son son résonnant à travers les murs anciens en pierre. Michel répondit et me tendit ensuite l'appareil sans fil, son jeune visage respectueusement neutre.
C'est Madame Jacqueline. Bonjour, ma chérie. La voix de Jacqueline sonnait animée, avec cette énergie qui l'avait toujours caractérisée, même maintenant que nous approchions des 75 ans. Comment va la nouvelle vie de châtelaine rurale? Je souris, observant les abeilles bourdonner parmi les lavandes du jardin. Petite travailleuse infatigable, construisant quelque chose de doux à partir de l'éphémère. Pas si différent de ce que j'essayais de faire avec les années qui me restaient. Étonnamment satisfaisante. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 70 ans, je découvrirais un goût pour le jardinage et la peinture. J'ai regardé la toile inachevée sur le chevalet près de la fenêtre, une vue des champs de lavande au coucher du soleil. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais il y avait quelque chose de véritablement mien en elle. Quelque chose qui n'existait pas pour servir qui que ce soit d'autre que moi-même. Et Paris? Oh, Paris est en effervescence. Le ton de Jacqueline a pris cette qualité conspiratrice que je connaissais si bien de nos jours de jeunesse. Ton fils a annoncé hier qu'il ne se présentera finalement pas à la mairie. Il a cité des raisons familiales et le besoin de se reconnecter avec des valeurs essentielles. Point. Je n'ai pu m'empêcher de rire, pas amèrement, comme ça aurait été le cas 6 mois plus tôt, mais avec une touche d'ironie satisfaite. J'imagine que l'accord de confidentialité fonctionne bien, alors. Comme une horloge suisse, ma chère. Le transfert des propriétés a été finalisé la semaine dernière, et la pension viagère est déposée religieusement chaque 5e jour du mois. Jacqueline fit une pause, et je pouvais imaginer ses doigts couverts de bagues tambourinant sur la table en marbre de son appartement à Saint-Germain. Cependant, il m'a appelé. Demandant de tes nouvelles. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine, pas exactement de la douleur, plutôt comme l'écho lointain de quelque chose qui avait fait mal autrefois. Comme une ancienne fracture qui élance encore quand le temps change. Que veut-il? Le pardon, apparemment. La voix de Jacqueline s'est adoucie, perdant un peu de la dureté qu'elle avait développée au fil de décennies à naviguer dans les cercles sociaux les plus impitoyables de Paris. Il a dit qu'il a réalisé à quel point il avait été, eh bien, ses mots exacts étaient « un monstre ingrat ». Point. J'ai fermé les yeux, laissant le soleil réchauffer mon visage ridé. Ce même soleil qui avait été témoin de tant de cycles de ma vie, la jeune femme ambitieuse que j'étais, la mère dévouée que j'étais devenue, la femme jetée qui avait trouvé ses valises à la porte, et maintenant, cette nouvelle version de moi-même. Une version que je découvrais encore, jour après jour. Et tu le crois? Je crois qu'il est terrifié. Le pragmatisme caractéristique de Jacqueline est revenu dans sa voix. Le test ADN que nous avons falsifié était trop convaincant, il croit vraiment qu'il est le fils de Rémi Devreau. Et avec les photos qui ont fuité stratégiquement dans certains cercles, montrant Rémi avec le ministre des Finances, disons que ton précieux Laurent découvre ce que signifie être la cible de chuchotements et de spéculations. Exactement ce qu'il m'avait fait, me transformant progressivement en la mère problématique qu'il valait mieux tenir à distance. Combien de fois avais-je entendu des fragments de conversation lors des fêtes de famille auxquelles j'étais encore invité par obligation? Laurent est si bon pour elle, considérant, vous savez. Ça doit être difficile pour Camille, de devoir gérer une belle-mère si traditionnelle. Et le véritable Rémi? Toujours caché en Suisse, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Notre plan avait été méticuleusement élaboré, chaque détail soigneusement considéré. Comme toujours. Complètement ignorant du drame que nous avons créé en utilisant son nom. Jacqueline a légèrement ri. Le vieux salaud croit probablement encore que son secret est mort avec Henri. S'il savait que nous utilisons son infamie pour notre propre petite vengeance. J'ai ouvert les yeux et observé un papillon se poser délicatement sur le bord de ma tasse. Ses ailes, d'un bleu iridescent, battaient doucement tandis qu'il goûtait le nectar sucré de mon thé. Un être si fragile et pourtant si déterminé. Penses-tu que je devrais lui dire la vérité? Que Henri était vraiment son père biologique? Que toute cette histoire n'était qu'une leçon? Jacqueline a soupiré à l'autre bout de la ligne, le son portant le poids de notre longue amitié et des secrets partagés. C'est une décision que toi seul peux prendre, Marcel. La question est,
A-t-il appris la leçon? J'ai pensé au dernier rapport que j'avais reçu du détective privé que j'avais engagé pour surveiller mon fils. Laurent avait fait don d'une somme considérable à un établissement d'aide aux personnes âgées abandonnées. Il avait commencé à consulter régulièrement un thérapeute, quelque chose qu'il aurait auparavant ridiculisé comme une affaire de faible. Et, plus surprenant encore, il avait divorcé de Camille après avoir découvert qu'elle prévoyait de lui faire subir le même sort qu'il m'avait infligé, le jeter quand il ne serait plus utile à ses ambitions sociales. Une ironie qui ne m'avait pas échappé. Les roues du karma tournaient, en effet. Peut-être ai-je répondu, ressentant un mélange confus d'émotions. L'amour maternel ne disparaît jamais complètement, même lorsqu'il est trahi de la façon la plus douloureuse. Mais je ne suis pas encore prête à lui pardonner. Tu ne devrais pas l'être, affirma Jacqueline avec conviction. 70 ans de vie te donnent le droit de prendre ton temps. Et en parlant de temps. Elle hésita à nouveau, et quelque chose dans sa voix m'alerta que le sujet était sur le point de changer pour quelque chose d'encore plus personnel. Il y a autre chose que je dois te dire. À propos de cette autre question que nous avons explorée. Je me suis redressée dans ma chaise, soudain alerte. Le papillon s'est envolé, effrayé par mon mouvement brusque. Tu l'as trouvé? Oui. Le mot flotta entre nous un moment, chargé de possibilités. Elle est à Lyon. Elle a 45 ans maintenant. Professeure universitaire de littérature française. Mariée à un architecte, avec 2 enfants, une fille de 16 ans et un garçon de 12. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge, et pendant un instant, le monde sembla tourner autour de moi. Les couleurs de la Provence, le pourpre des lavandes, lors des champs de blé au loin, le bleu intense du ciel, semblèrent soudain plus vives, comme si une voile avait été levée de mes yeux. Et elle sait à propos d'eux. Non. Ses parents adoptifs ne lui ont jamais dit. Ils sont décédés il y a 5 ans, emportant le secret dans leur tombe. La voix de Jacqueline s'est adoucie. Mais l'ADN ne ment pas, Marcel. C'est elle. Ta fille. La fille que j'avais mise au monde en secret, pendant que Laurent était à l'école. L'enfant que j'avais confié à l'adoption parce que je savais que je ne pourrais pas subvenir aux besoins de 2 enfants seuls, pas avec Henri mort et ma situation financière précaire. Le secret que j'avais porté pendant près d'un demi-siècle, une blessure qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Veux-tu que j'organise une rencontre? Demanda gentiment Jacqueline. Ce serait simple. Une lettre, peut-être. Ou nous pourrions arranger une rencontre fortuite lors d'un événement littéraire. Elle semble être assez respectée dans son domaine. J'ai regardé la photo encadrée sur la table d'appoint, moi à 25 ans, avec Laurent bébé dans mes bras. Mon visage jeune et plein d'espoir, complètement ignorant des décennies de sacrifices et de rejet final qui m'attendaient. À côté, maintenant, il y avait une autre photographie, une femme d'âge moyen aux cheveux foncés et avec mon même sourire, entourée de sa propre famille. Une photographie obtenue discrètement, sans qu'elle le sache. Ma fille, Claire, selon les registres que Jacqueline avait réussi à obtenir lors d'un pique-nique dans un parc, riant de quelque chose que son mari avait dit. Le soleil caressait son visage sur la photographie, illuminant une ressemblance frappante que personne d'autre que moi ne pourrait probablement remarquer. Elle avait mes yeux, mon sourire, mais la forte mâchoire de son père. Une beauté classique qui n'avait pas besoin des artifices que Camille employait si abondamment. Pas encore, ai-je finalement répondu, passant mes doigts sur le verre qui protégeait ce fragment d'une vie que je n'avais jamais connue. Elle a une vie. Une famille qui l'aime. Je n'ai pas le droit d'apparaître de nulle part et de perturber cela. Les vignes qui encadraient ma fenêtre projetaient des ombres dansantes sur le sol en terre cuite, créant des motifs qui me rappelaient les rues pavées du Vieux-Lyon. Était-ce là que ma fille marchait chaque jour? Passait-elle devant les mêmes cafés, les mêmes librairies que j'avais aimées dans ma jeunesse? Et Laurent? A-t-il le droit de savoir qu'il a une sœur? La question flotta dans l'air comme le parfum des lavandes douces, mais avec une touche d'amertume. Laurent, qui m'avait jeté si facilement, méritait-il de connaître la sœur qu'il n'avait jamais su qu'il avait?
L'existence de Claire serait-elle simplement une autre arme dans notre jeu familial de secrets et de pouvoir? Le papillon revint, volant de ma tasse, dansant dans l'air un moment avant de disparaître parmi les lavandes. Libre, insouciant, suivant sa propre voie. Un jour, ai-je promis, plus à moi-même qu'à Jacqueline. Quand je serai prête. Quand je serai sûre qu'il ne lui fera pas de mal comme il m'en a fait. La vérité était que je n'étais pas sûre de vouloir partager Claire avec Laurent. Pas encore. Peut-être jamais. Elle était mon secret, mon trésor caché, la fille que je n'avais jamais pu élever mais que je pouvais maintenant observer de loin, fière de la femme qu'elle était devenue sans moi. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur la terrasse pendant longtemps, regardant le soleil commencer sa descente lente derrière les collines. 70 ans et demi de vie. Tant de secrets. Tant de choix, certains dont j'étais fière, d'autres qui me hantaient dans les nuits les plus silencieuses. Les ombres s'allongeaient sur les champs de lavande, transformant le pourpre vibrant en un mauve plus profond, presque mystique. Un vent léger s'était levé, portant l'odeur de thym sauvage des collines voisines. C'était l'heure que les Provençaux appellent l'heure bleue, ce moment magique entre le jour et la nuit où le monde entier semble suspendu entre deux réalités. Michel apparut à nouveau, tenant une enveloppe. « Ceci est arrivé pour vous, madame. Livraison spéciale de Paris. » J'ai ouvert l'enveloppe avec curiosité. À l'intérieur, une carte simple avec la calligraphie inconfondable de Laurent. Cette même calligraphie que j'avais aidé à former, guidant sa petite main sur le papier quand il n'était qu'un garçon apprenant à écrire son nom. Au centre, juste 2 mots, « Pardonne-moi ». Et une petite clé, celle de l'appartement à Montmartre qu'il avait remis à mon nom. J'ai souri pour moi-même, rangeant la carte dans la poche de ma légère robe d'été. Pardon. Un mot si petit pour un concept si immense. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais des lavandes à tailler, une toile à peindre, et une nouvelle recette de ratatouille à essayer. J'avais des voisins à connaître dans le village proche, des livres à lire sous le soleil de l'après-midi, et des projets pour un petit voyage à Lyon, pas pour me présenter à Claire, pas encore, mais pour la voir de loin, peut-être, donnant l'une de ses conférences à l'université. Aujourd'hui, à 70 ans et demi, Marcel Dupuis avait finalement appris la leçon la plus importante, l'amour véritable, qu'il vienne d'un fils ou de quiconque, ne devrait jamais exiger votre propre effacement. J'ai regardé les dernières lueurs du jour caresser les vignobles au loin. Dans quelques heures, les étoiles apparaîtraient, plus brillantes ici qu'à Paris, loin de la pollution lumineuse de la ville. J'avais prévu de sortir une chaise et de les observer, peut-être avec un verre de ce vin local que Michel m'avait recommandé. Simple. Paisible. Mien. Et tandis que le soleil se couchait sur les champs de lavande de ma nouvelle vie, j'ai levé ma tasse dans un toast silencieux. Non pas au pardon. Non pas à la réconciliation. Mais à quelque chose de bien plus précieux, ma propre renaissance. Vous vous demandez sans doute si, après tout, j'ai pardonné à mon fils. Si cette clé de l'appartement à Montmartre a finalement signifié un nouveau départ pour nous. Si un jour j'ai trouvé le courage de frapper à la porte d'une professeure universitaire à Lyon et de dire « Bonjour, je suis votre mère biologique ». Non, ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de dignité. À propos d'une femme qui, à 70 ans, a finalement compris qu'elle méritait plus que des miettes d'affection. Que les rides sur mon visage ne me rendaient pas moins digne de respect. Que les sacrifices que j'ai faits pour mon fils ne m'obligeaient pas à accepter d'être jeté comme un objet sans utilité. C'est l'histoire de comment, le jour où j'ai trouvé mes valises à la porte, je n'ai pas seulement perdu un fils, j'ai retrouvé mon être. De comment, entre un gâteau à la poubelle et une villa en Provence, j'ai redécouvert la femme que j'étais avant d'être simplement la mère de quelqu'un. Certains jours, quand le soleil se couche sur les champs de lavande et que le parfum du jardin entre par les fenêtres ouvertes, je prends le téléphone et commence à composer les premiers chiffres, tantôt ceux de Laurent, tantôt ceux de Claire. Mais je raccroche toujours avant de compléter l'appel. Parce que j'ai appris que le temps est un luxe que nous, les personnes âgées, recevons rarement le crédit de posséder. Et moi, Marcel Dupuis,
À 70 ans, j'ai décidé de m'offrir le cadeau que personne d'autre ne pouvait me donner, le temps de décider qui je veux être dans cette nouvelle phase de la vie. Le temps de découvrir si le pardon fait partie de ce chemin. Et quant à ma fille à Lyon? Quant à Laurent et sa demande de pardon? Eh bien, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Une histoire que, peut-être, je commence tout juste à écrire. Vous venez de connaître mon histoire, celle d'une femme qui, à 70 ans, a trouvé du courage là où il n'y avait que des espoirs. Peut-être avez-vous vu votre propre vie reflétée dans la mienne. Cette sensation d'invisibilité, d'être jeté quand nous ne servons plus les desseins de nos enfants. Je ne suis pas là pour dire que le chemin que j'ai choisi est le seul possible, mais pour vous demander, que feriez-vous à ma place? Quand nous devenons âgés, le monde essaie de nous convaincre que notre histoire est terminée, que notre rôle maintenant est d'accepter des miettes d'attention avec gratitude. J'ai refusé ce rôle. Je me suis réinventé quand tout semblait perdu. Et vous? Accepteriez-vous les valises à la porte ou, comme moi, trouveriez-vous la force de montrer que votre dignité n'a pas de date de péremption? Chaque ride sur mon visage raconte une histoire d'amour, de sacrifice, et finalement, de libération. Je ne suis ni une héroïne, ni une vilaine, je suis simplement une femme qui a décidé qu'elle méritait plus que d'être oubliée. Votre histoire peut être différente de la mienne, mais je suis certaine qu'elle porte la même profondeur, les mêmes douleurs silencieuses, peut-être les mêmes rêves endormis. Partagez dans les commentaires ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Vos mots peuvent être le phare qui guidera quelqu'un d'autre perdu dans l'obscurité de l'abandon. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui donnent une voix aux invisibles de notre société. Le temps n'efface pas notre droit à la dignité ni notre pouvoir de réinvention. Derrière chaque porte fermée peut s'ouvrir un chemin vers une renaissance inattendue. Et moi, Marcel, je continuerai à tracer le mien, entre les champs de lavande et les secrets du passé.